sont donc des étudiants en kinésithérapie qui sont en 2e année de kinésithérapie, donc 3e année de licence, et qui ont eu pour objectif de faire un mémoire de licence sous forme d'une revue de la littérature sur un sujet clinique. Donc ils ont rendu leur écrit et soutenu du coup un oral sous une forme assez particulière qui est un format de 180 secondes. Donc ils ont 3 minutes pile pour vous accrocher le public et essayer d'expliquer, de vulgariser surtout leur thématique. Donc l'objectif, il est double. Il est à la fois de donner un contenu scientifique et à la fois d'avoir une forme plutôt agréable à écouter. Donc hier, toute la promotion est passée à l'oral, une centaine d'examens avec donc ils ont tous brillamment réussi cet exercice, et certains plus que d'autres, parce qu'à l'issue du premier passage d'hier matin, il y a eu des demi-finales l'après-midi, une trentaine d'étudiants étaient en demi-finale, et on en a sélectionné après 12 pour cette finale de ce soir. Malheureusement, il y a eu un empêchement, donc vous aurez 11 candidats qui viennent. Donc ce travail, il est coordonné par l'équipe recherche de l'EUK, qui est ici présente. Donc on a les enseignants et la scolarité qui nous aident, donc je vais quand même les présenter. Bonsoir. Passe monsieur. Donc Yedir Aybargwen, qui est maître de conférence à l'école et qui a lancé du coup ce programme de ma recherche en 180 secondes il y a déjà 5 ou 6 éditions. C'est la 7e là, donc voilà, depuis 7 ans. Ensuite, on a Amandine Pierru-Chantenay, qui est donc professeure d'anglais et aussi qui coordonne pas mal d'événements sur le bloc recherche. On a notre... Et oui, demain, lundi, le Poster Day, encore une autre animation, vous pouvez venir à l'école. Donc on a Isabelle Feignon-Bodinier qui est notre secrétaire recherche et qui est la petite main de toute l'équipe. Donc merci à elle pour toute l'organisation. Et puis on a aussi donc Annabelle Couillandre, notre directrice, qui est aussi dans cette équipe. Et moi-même, je ne me suis pas présenté, Mathieu Guéman. Donc voilà, je suis maître de conférence à l'école de kiné à l'université d'Orléans. Donc avant d'aller plus loin, j'aurais déjà remercié l'université pour nous donner la chance de faire cette finale au bouillon. C'est la 2e fois qu'on l'a fait ici, et à chaque fois on a l'équipe technique qu'on remerciera tout au long de la soirée, mais qui nous aide et qui reste, qui veille longtemps pour que ça se déroule super bien. Et on a Lucas Audard qui est aussi notre technicien. Donc, je ne sais pas si vous sentez la pression monter, mais moi je la vois là au premier rang. Il faut que les chevaux se lancent là, donc on va bientôt démarrer. Mais juste avant ça, je voudrais quand même que le jury se présente aux candidats. Donc, je vais laisser la parole aux 4 membres du jury ce soir qui vont évaluer les prestations. Je vais me mettre debout. Bonsoir à tous. Moi, je suis Delphine Maillard. Je travaille à la bibliothèque universitaire. Voilà, j'ai vu certains d'entre vous en formation, et puis je suis ravie d'être là ce soir pour découvrir certains d'entre vous sous un nouvel angle. Voilà. Bonjour, donc je suis Annabelle Couillandre, je suis maître de conférence en sciences de la rééducation et de la réadaptation, et je suis aussi votre directrice, et je suis ravie d'être ici ce soir. Bonjour à tous. Donc moi je ne suis pas du tout kiné, je ne bosse pas du tout en école de kiné, je suis professeur de médecine et aussi directeur du labo de recherche en santé. Peut-être qu'on se croisera éventuellement. Donc Guillaume Béraud. Bonsoir, moi c'est Julien Bonal, donc je suis kiné en neurologie au CHU d'Orléans et accessoirement en dernière année de thèse de sciences et sur mes temps en dehors, je suis aussi enseignant vacataire à l'EUK, principalement sur la neurologie, et également bien sûr ravi d'être là et hâte de voir toutes ces performances. Super, donc merci aux membres du jury d'être là ce soir. Merci à toutes et à tous.
Et nous allons donc commencer cette soirée. Alors, c'est toujours difficile de lancer un programme comme ça, d'être le premier à passer. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de l'encourager énormément. Et on va avoir donc sur scène Sgatni et Lisa, s'il te plaît. La place est à toi. Une fois, mon tuteur de stage en pédiatrie m'a dit que la meilleure façon de rééduquer les enfants, c'était avec la réalité virtuelle. Bon, dit comme ça paraît un peu absurde, et pourtant, derrière cette simple phrase se cache une vraie question. Est-ce qu'un outil qui ressemble à un jeu vidéo pourrait réellement avoir sa place dans la rééducation d'enfants atteints de paralysie cérébrale ? J'avoue que moi, au début, j'étais un peu sceptique, parce que quand on pense à la réalité virtuelle, on pense surtout aux casques de VR énormes, aux gens qui gesticulent des bras dans leur salon, et pas forcément ce qu'on associe spontanément à la kinésithérapie. Et pourtant, la réalité virtuelle, c'est pas que ça. C'est un ensemble d'outils capables de simuler un environnement interactif et immersif. Donc, techniquement, les jeux vidéo, les consoles de salon, tout ça, c'est de la réalité virtuelle. Alors, je me suis posé une question, et je me suis dit, avec la réalité virtuelle et la kinésithérapie, est-ce qu'on pouvait améliorer l'équilibre des enfants atteints de paralysie cérébrale ? Un trouble neurologique causé par une lésion du cerveau survenue avant, pendant ou peu après l'accouchement, et qui engendre du coup des déficits moteurs, un équilibre précaire, rendant ainsi les activités de la vie quotidienne très difficiles, comme marcher, courir ou tout simplement rester debout. Et c'est justement là qu'apparaît un problème. Parce que la rééducation de l'équilibre demande énormément d'exercices à répétition, encore et encore. Et forcément, pour un enfant, sur plusieurs semaines, ça peut vite devenir difficile, décourageant. Alors, j'ai fait mes recherches. Et dans un premier temps, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'absolument révolutionnaire. Ouais, parce que des études montraient que la réalité virtuelle améliorait l'équilibre significativement. Comme quoi, avec la réalité virtuelle et la kinésithérapie, on pouvait vraiment améliorer tout ça. Et franchement, présenté comme ça, on aurait envie de mettre des casques de VR et des consoles de salon dans tous les cabinets de kiné, non ? Mais évidemment, ça ne peut pas toujours être aussi simple, parce que d'autres études montrent des bénéfices plus faibles, voire même équivalents à de la thérapie conventionnelle. Et il y a surtout une tendance qui ressort malgré tout, c'est que la réalité virtuelle, elle sert surtout d'outil complémentaire. Elle améliore l'équilibre, mais surtout parce qu'elle augmente l'engagement des enfants, les motive et par conséquent favorise le nombre de répétitions des exercices, ce qui est favorable à la rééducation. Il y a aussi des limites. Les effectifs sont souvent faibles, les protocoles différents, et ne parlons pas du manque de recul sur les effets à long terme. Finalement, derrière l'image de la réalité virtuelle, on a plutôt une approche qui se veut plus motivante, ludique et peut-être plus adaptée aux enfants. Merci. Bien, je pense que vous avez tous la même impression. La soirée est bien lancée et on pose le niveau. Voilà. Donc l'an dernier, il y avait eu quelques ajustements sur le temps. Là, je pense que ça a été bien travaillé et on est dans les 180 secondes. Bon, ça va, vous avez aimé? Vous avez apprécié? Parce que c'était que le premier. Hein. Il y en a 11 comme ça. On va enchaîner. Lucas, est-ce que tu as besoin du pupitre? Donc on le laisse. Eh bien, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour notre deuxième candidat, Monsieur Fardo Lucas. C'est un peu long. Ça sera pas toute la soirée comme ça, hein, je vous rassure. Allô? Allô?
venez dans le bain, dépêchez-vous. Ça, c'est mon premier contact avec une femme atteinte de fibromyalgie depuis 17 ans. On lui a prescrit de la balnéothérapie, mais depuis 2-3 ans, elle stagne, a l'impression de se noyer dans un verre d'eau, et c'est son état de santé qui trinque en premier. Alors elle me demande, pensez-vous réellement que la balnéothérapie ait des effets sur mon état de santé? Submergé, je ne sais que lui répondre, mais lui réponds. La fibromyalgie est une affection musculo-squelettique, d'ordre chronique et responsable de diverses maux. Fatigue, raideur articulaire, dépression ou encore troubles de l'humeur ne sont que la face émergée de l'iceberg. S'ajoutent à cela des symptômes qui fluctuent de jour en jour et l'état de santé, c'est-à-dire le ressenti global, qu'il soit tant physique que psychique, n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, cela peut vous paraître comme une goutte d'eau dans l'océan, les chiffres sont formels, 20%, c'est le taux de risque accru chez la femme de développer cette pathologie. Alors cette maladie, aux multiples contraintes, peut parfois pousser les praticiens à avoir le bec dans l'eau. La balnéothérapie apparaît alors comme seule option. Il s'agit de l'activité physique en milieu aqueux. Devant le flot d'études qui comparaient la balnéothérapie à la thérapie classique, je me suis intéressé à l'évolution de l'état de santé grâce au FIQ, le Fibromyalgia Index Questionnaire, excusez-moi. C'est un questionnaire noté sur 100 qui permet d'appréhender l'intégralité des dimensions de l'état de santé. Jaillit alors un consensus, la balnéothérapie améliorerait de façon significative l'état de santé chez la femme adulte atteinte de fibromyalgie. Pensant avoir amené suffisamment d'eau à mon moulin, j'explore néanmoins les limites de ma revue. Cela peut couler de source pour vous, mais il existe bel et bien des recommandations plus récentes. La balnéothérapie n'apparaît qu'à des niveaux faibles, voire modérés de preuve. Les plus hauts niveaux sont quant à eux pris par ce qu'on appelle l'approche multidisciplinaire. Il s'agit de diverses thérapies qui, combinées de différentes professions, permettent potentiellement d'améliorer ce score. Et en effet, le constat n'est pas aussi clair que de l'eau de roche. Lorsque l'on prend l'exercice physique, la thérapie classique, les patients ont généralement moins de réponses que lorsque l'on compare cette balnéothérapie et que l'on l'associe à d'autres thérapies, thérapies cognitives, ou alors encore exercice de relaxation ou bien éducation thérapeutique du patient. Le constat n'est donc plus aussi clair que de l'eau de roche. La balnéothérapie est bien en première intention, mais il est nécessaire d'explorer différentes options. Alors, je peux finir ? Afin de ne pas faire davantage couler de l'eau sous les ponts, la balnéothérapie est une bonne alternative pour la thérapie classique. Néanmoins, si l'on veut que comme nous les patients soient comme des poissons dans l'eau, n'oublions pas les autres thérapies. Merci. Bon alors bravo Lucas, et si vous n'aviez pas encore soif après ça, avec sa petite métaphore filée autour de l'eau, par ses chaleurs, c'était plutôt sympa. Donc bravo à lui pour tous ces ajustements mis dans son texte, toujours difficile à mettre en place. Je vais laisser un peu de temps au jury pour quand même finir la notation. Et en parlant de boissons, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit pot de l'amitié à la fin, voilà, pour vous rafraîchir. Ça m'avait fait penser à ça, donc merci Lucas. Offert par l'université, donc il sera d'autant plus savoureux. Bien, on va continuer sur cette belle lancée avec notre troisième candidat du jour. Je laisse le pupitre, Ilan. Et donc, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Ilan. L'histoire contée n'exergue pas un décès. Semblable, pourtant loin de s'y apparenter. Récurrent, en témoigne la littérature, la lésion des ischio-jambiers rend la vie dure. Sportif blessé voulant guérir, je n'ai guère la solution.
Ne vaut-il pas mieux prévenir? Je vous donne donc la leçon. Les genoux au sol, telle une prière, le dos droit comme un être vivant fier. Le geste ne se fait point en arrière. Voici le NHE et ses critères. Force excentrique ainsi que longueur musculaire, uniquement des termes qui sonnent vulgaires. Ce langage désigne nos facteurs de risque, notions à graver en mémoire sur le disque. Mots-clés susurrés aux dieux. Oh, PubMed, daigne me répondre. Si peu d'articles, es-tu odieux? Malgré tout, 6 peuvent correspondre. Qualité ou quantité? PubMed a tranché. Les résultats? En voici un bref résumé. Force excentrique supérieure au groupe témoin. Fort excentrique, je le célébrerai bien. Qu'en est-il de l'architecture? Moins étudiée, triste vérité. Ischio-jambier, prise en mesure, plus qu'anodin sont les effets. Enfin, puis-je user de liberté? Discutons du nordique en réalité. Intérêt ou bien inutilité? Faisons preuve d'un peu de mixité. Bouton lecture sur disque et ses gravures. Entre pratique et théorie s'érige un mur. Rembobinons les faits. Les effets parlent eux-mêmes, mais sur le terrain, présentent-ils un problème? Efficace sur tous les plans, le nordique semble remarquable. Prévention ou renforcement, le résultat est impeccable. Certes, les données montrent certains avantages. Attention à ne pas subir un biais d'ancrage. Quels pourraient être les points d'amélioration? Possiblement la taille de l'échantillon. Comme évoqué au préalable, le nombre d'articles est restreint. Autre limite remarquable de notre problème dépeint. Bon, concluons de la meilleure des façons. Succinctement, mais toujours avec précision. Le Nordic Hamstring Exercise est efficient, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'être prévenant. Jusqu'à l'heure, l'un des meilleurs sur lésion des ischio-jambiers, gain en force, moins en longueur, cette peine incombe au passé. Magnifique rhétorique. Je crois que on m'en avait parlé pendant le concours, enfin l'examen d'hier. Je suis ravi de l'avoir entendu ce soir. Bravo pour ces belles phrases. On verra. Visiblement, une partie du public a été conquis. Je ne sais pas si tout le public sera conquis aussi. Donc, idem à la fin de ce concours. Il va y avoir 2 prix qui seront remis. Donc, un prix sur décision du jury et un prix sur décision du public. Donc vous aurez votre mot à dire et vous aurez un vote à faire à la fin du concours. Alors on va clôturer cette première session de 4 candidats avec Jennifer Vieira qui va venir sur scène. Est-ce que tu as besoin du pupitre? On va faire de la place. Merci de l'applaudir, Jennifer. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je vous appelle pour votre contrat d'assurance habitation. Vous avez bien 5 minutes? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, imaginez maintenant que Frédéric vous appelle à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Chez certains patients atteints de maladies neurologiques centrales, ce démarcheur, c'est leur vessie. Effectivement, jusqu'à 93% des patients atteints de sclérose en plaques présentent des troubles urinaires et parfois accompagnés de fuites. Un patient sur 2, après un AVC ou atteint de la Parkinson, présente également ce problème. C'est ce qu'on appelle la vessie neurogène hyperactive. En gros, votre vessie envoie au cerveau des signaux en permanence pour se vider et parfois sans même une raison réelle. À la clé, il y a des urgences urinaires incontrôlables,
des fuites, des réveils nocturnes et une qualité de vie très fortement dégradée. Il y a quelques années, une solution non invasive suscite beaucoup d'intérêt. C'est la stimulation électrique du nerf tibial. Alors ce nerf tibial, comme vous pouvez le voir, il passe notamment à l'arrière de votre malléole, au niveau de votre cheville, remonte votre jambe et va participer indirectement au contrôle vésical. Mon objectif était donc simple. Est-ce que cette stimulation permet réellement la réduction des fuites avec ce type de patient? Et pour ce faire, j'ai réalisé une revue de littérature incluant 7 études différentes issues de PubMed. Ces études comparent la stimulation avec les interventions non invasives, comme l'entraînement du plancher pelvien, ou à des groupes contrôle. Alors, résultat assez surprenant, il y a d'abord une amélioration significative pour notre stimulation. Mais alors là, on peut se dire, super, on a enfin raccroché au nez du démarcheur. Sauf que pour les autres groupes comparateurs, il y a également une amélioration. Et sans différence significative en faveur de notre stimulation. Autrement dit, votre vessie appelle moins, mais on ne sait toujours pas si c'est grâce à notre traitement. Explication possible. Effet placebo, davantage d'attention donnée aux participants ou même parfois une méthodologie un peu fragile au niveau statistique. Car en effet, il y a beaucoup d'études qui utilisent de petits échantillons, des protocoles très différents, et puis les mécanismes pathologiques sont très variés. Concernant personnellement ma recherche, j'ai trouvé très peu d'études par rapport aux AVC et aucune sur les lésions médulaires. Donc finalement, la stimulation du nerf tibial semble prometteuse sur le papier, mais ressemble davantage à un traitement complémentaire. Donc finalement, la question reste ouverte. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas apprendre à vivre simplement avec ce démarcheur vésical ? Bravo pour ces prestations. Alors, on a eu pas mal de neurologie là, dans ce premier pool, un petit peu de musculo-squelettique. Et on va commencer à prendre la température là, pendant notre petite pause auprès des membres du jury. Je me tourne vers Julien qui est en train de gratter. Toi qui es en neuro, là, avec un petit peu ce qu'il y a, quelle est ton impression de ces premiers candidats ? Merci Mathieu. J'ai été globalement effectivement assez impressionné. Moi, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de performance. Et vraiment, j'ai été assez impressionné, aussi bien sur la forme que sur le fond des quatre présentations. Alors, bien sûr, il y aura des avis divers, on ne va pas tout dire tout de suite, mais globalement, oui, assez impressionné. Bravo. Ouais, je pense qu'on peut vraiment les féliciter. On ne vous le dit pas assez, mais hier, les retours qu'on a eu de l'ensemble des jurys, c'est à la fois un super moment pour eux de passer, de vous voir, pour notamment les administratifs, de savoir sur quoi vous travaillez. Et du coup, de voir à quel point vous êtes capable, quand on vous challenge sur certains points. Ils n'avaient qu'un petit mois pour préparer ça, en plus de l'ensemble de leurs examens. Donc à titre de comparaison, les candidats du concours de ma thèse en 180 secondes ont une formation de 20 heures, 3 mois d'entraînement, etc. Donc là, c'était un vrai challenge. Donc encore bravo à toute la promotion et bravo aux finalistes. Je me tourne vers Annabelle un petit peu pour prendre la température. Comment tu trouves ce début de concours ? C'est super, vous m'impressionnez beaucoup. Alors, les filles ont été un petit peu plus rigoureuses que les garçons, je crois. Les garçons ont été plus originaux. Donc, voilà. On continue, je pense.
Ok, ben on va sans plus attendre lancer la deuxième. Ouais, tu peux y aller tranquillement. Lancer la deuxième partie de ce concours et de nos candidats. Est-ce que tu as besoin du pupitre? Ouais. Ah, ouais, on peut. On les sent déjà prêts. Donc, place à Benjamin Terrier. La parole est à toi. Si je vous disais que votre douleur n'existait pas, si je vous disais que c'était le produit de votre imagination ou encore dans votre tête, eh bien, mesdames et messieurs, vous ne seriez pas dans une simulation très réaliste comme dans Matrix, mais peut-être une patiente atteinte de fibromyalgie, il y a de ça quelques années. Une maladie invisible qui touche majoritairement les femmes, une maladie sans inflammation ni lésion, mais dont la douleur, elle, est bien réelle. En effet, on sait que elle correspond à une amplification des signaux électriques par le système nerveux central. Un peu comme si le cerveau augmentait le volume de la douleur. Reconnu seulement par l'OMS en 1992, les recommandations ont énormément évolué et c'est maintenant très clair. En première intention, le traitement le plus efficace, c'est l'activité physique. Mais comment bouger quand chaque mouvement fait mal ? Les recommandations proposent deux solutions. La première, la plus connue, c'est les médicaments, qui peuvent soulager, mais dont les effets sont variables et ont un coût pour la société. La seconde, celle qui m'a intéressé, c'est les techniques de relaxation. En tout cas, les approches non pharmacologiques avec la respiration, les TCC, la méditation et l'hypnose. Dont l'objectif n'est pas de supprimer la douleur, mais d'agir sur le cerveau et sur sa façon qu'il a d'interpréter la douleur et de l'intégrer. Un peu comme si on lui apprenait progressivement à réduire le volume de la douleur. Et c'est justement l'objectif de mon mémoire. C'était de comparer l'effet des techniques de relaxation avec celui des médicaments sur l'intensité de la douleur chez des patientes atteintes de fibromyalgie. Facile? Non, pas vraiment. Les résultats ne sont pas particulièrement tranchés. En effet, les techniques de relaxation ont semblé manquer de reconnaissance par la communauté scientifique pendant quelques années. Ça a impacté le nombre d'études et la qualité des études. Mais les choses évoluent et certes, les dernières études semblent montrer un effet modéré mais réel sur la douleur, sans effet indésirable et surtout avec la possibilité de redonner aux patientes un contrôle sur leur douleur, une forme de contrôle sur leur douleur. Autrement dit, une approche incomplète mais qui serait intéressante en complément de l'activité physique. Et alors, on est en droit de se demander si Morpheus, face à une patiente atteinte de fibromyalgie, au lieu de seulement proposer la pilule bleue ou la pilule rouge, aurait aussi donné quelques exercices de respiration, un peu d'hypnose et surtout une autre façon de gagner en autonomie. Bravo Benjamin. Alors je ne sais pas si c'est l'effet du premier de chaque groupe, mais ça tombe pile poil sur le buzzer. Non, c'est moi, il n'y a plus rien dessus. Bon, deuxième sur la fibromyalgie, il me semble. Une thématique qui a intéressé pas mal d'étudiants. Pas de questions dans la salle ? De toute façon, vous n'avez pas le droit d'en poser. Comme ça va aller plus vite. Alors, on a une mixité parfaite dans cette finale sur les 12. Donc, à chaque fois, on a pu alterner un homme, une femme, un homme, une femme. On y tient, on trouve que c'est important. Et donc là, vous allez assister maintenant à la présentation de Brandy Huette. Donc, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Brandy. Depuis petite,
j'ai toujours connu ma grand-mère ressentir des douleurs partout dans son corps. Après une série d'examens, on lui a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Bon, je sais, là, j'ai un peu gâché l'ambiance. Mais la spondylarthrite ankylosante, c'est un mot un peu compliqué qui signifie maladie chronique inflammatoire. Elle survient à la suite d'une interaction entre des facteurs environnementaux et des prédispositions génétiques. Elle affecte surtout le rachis, l'articulation sacro-iliaque et les articulations périphériques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques ou encore la kinésithérapie sont de réels moyens pour nos patients de soulager leurs douleurs, leurs raideurs ou encore leurs inflammations. Mais tout cela a de réelles conséquences sur leur santé mentale ou encore leur quotidien. Et donc plus globalement, leur qualité de vie. Quand j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi est-ce qu'elle avait mal tout le temps et partout, elle m'a répondu qu'elle finirait plus par ressembler à Robocop qu'à une danseuse étoile. Et que moi aussi, je finirais par avoir cette maladie. Alors, je me suis dit déjà, j'ai paniqué. Et ensuite, je me suis dit, on l'a sûrement mal informée. Alors, je me suis demandé, et pourquoi on n'explique pas à nos patients ce qu'ils ont ? Eh bien, figurez-vous que je n'ai absolument rien inventé, puisque ça s'appelle de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique vise à aider nos patients à engendrer, on va dire, des connaissances sur leur propre maladie chronique et donc à améliorer leur quotidien. Il s'agirait par exemple de comprendre sa pathologie, de gérer ses traitements ou encore d'acquérir des compétences d'auto-soin. Prenons l'exemple d'un traitement conventionnel, donc la kinésithérapie associée à un traitement médicamenteux. Eh bien, la qualité de vie de nos patients atteints de spondylarthrite ankylosante reste inchangée et ne s'améliore pas. Leur état de santé général, lui, reste inchangé, voire a tendance à se détériorer naturellement. Conclusion, le suivi standard reste insuffisant pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Et c'est là que l'éducation thérapeutique va jouer un rôle important sur nos patients chroniques. Il s'agirait d'un axe de travail intéressant pour nos patients chroniques. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est pas avec 2-3 phrases et 2-3 conseils qu'on va leur permettre de guérir. Eh bien effectivement, l'idée ici n'est pas de les guérir, mais bien d'associer kinésithérapie, traitement médicamenteux avec de l'éducation thérapeutique. Et c'est ici qu'on améliorera leur qualité de vie. Alors, je m'adresse à vous, futurs professionnels de santé. Ne négligez pas l'éducation thérapeutique. Elle est sûrement plus utile que ce que l'on pense. Et je m'adresse à toi, mamie. Moi, je serai toujours là pour t'expliquer ta maladie. Merci à tous. Bravo Brandy et merci d'avoir évoqué ce beau sujet de l'éducation thérapeutique parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à parler d'exercice, de pratique ou en tout cas d'activité du kinésithérapeute qui va proposer ou expliquer les soins et le patient est à mettre dans l'équation et donc lui faire comprendre quelle est sa maladie, comment il peut la gérer, c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré dans les recommandations et qui est de plus en plus aussi enseigné. Donc merci pour avoir travaillé ce beau sujet et de nous l'avoir vulgarisé d'une aussi belle manière avec en plus une émotion particulière. Merci pour ça. Alors, je vais voir derrière. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Très bien. Donc, il va falloir vous mettre dans la peau du personnage. Et nous allons accueillir pour... Alors je ne sais pas si je dois le présenter sous le nom de Joris Bastad ou Dark Vador, mais en tout cas, c'est à vous. Je suis atteint de bronchiectasie. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie respiratoire chronique
qui est caractérisée par une dilatation anormale et irréversible de la paroi des bronches. Et ça va venir altérer sa capacité de nettoyage. Vous savez, les petits cils qui tapissent et qui permettent d'évacuer les sécrétions. Du coup, on va tousser, on va cracher, on va faire plus d'infections respiratoires, ça va encore plus abîmer les bronches et les cils. On va tousser, on va cracher, bref, vous avez compris. Mais, et la kiné dans tout ça? Eh ben, j'ai décidé d'aller questionner la force. Et elle m'a répondu, magique et le désencombrement bronchique. Ça, c'est un des piliers de la kinésithérapie respiratoire. Ce sont des techniques qui vont chercher à mobiliser les sécrétions du patient, des poumons, jusqu'à la bouche. Mais est-ce qu'il existe une technique suprême en termes de désencombrement bronchique dans cette pathologie? D'un côté, les puissants Jedi me disent des techniques de désencombrement expiratoire non instrumentales à disposition de TUA. Et effectivement, puissantes sont ces techniques, car elles vont permettre de moduler les vitesses, les volumes et les débits d'air dans les voies aériennes du patient. Ce qui en résulte, c'est une production rapide et efficace de sécrétions en cours de séance. Par contre, il va falloir les utiliser de manière répétée et au long cours. Et parmi toutes celles qui ont été décrites, aucune n'a montré sa supériorité par rapport aux autres. D'un autre côté, les noirs senior sites me murmurent des techniques de désencombrement instrumentales à disposition TUA. Et effectivement, en me penchant dans les sombres textes de PubMed, je me suis intéressé à une puissante relique, la PEP oscillante. Plutôt intéressante, parce que non seulement elle va générer une pression dans les bronches qui est suffisante pour éviter qu'elles ne se ferment complètement, et en plus, elle va générer des oscillations de fréquence similaires à celles des cils. Vous vous souvenez ce qui est atteint dans la bronchectasie? Du coup, ça va permettre de fluidifier les sécrétions et de favoriser leur expectoration. Alors, elles sont peut-être un petit peu moins productives que leurs homologues non instrumentales, mais 24 heures après la séance de kiné, la quantité produite est strictement la même. Du coup, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, les plus puissants Jedi et Sith de la kinésithérapie respiratoire ont publié leurs recommandations pour 2026. Et en grade A, il est plutôt recommandé d'utiliser des techniques non instrumentales. En grade B, des techniques instrumentales. Mais attention, car mes travaux sont basés sur peu d'études, ayant inclus peu de patients. Et on est vraiment concentré sur les effets à court terme et pas sur les effets à long terme de ces techniques. Alors, que la force soit avec vous. Oui, il y a de l'idée, hein, il y a de la création, il y a de l'inventivité. Donc la consigne était que la forme était libre. Donc voilà, il y en a qui ont poussé le vice jusqu'à aller jusqu'au déguisement. L'an dernier, on en avait eu quelques-uns aussi. Et bon, on voit que ça séduit visiblement un peu le public, peut-être le jury, on verra tout à l'heure. Donc sans plus attendre, on va enchaîner sur notre 4e candidat de la 2e partie de cette belle finale qui nous réserve donc beaucoup de surprises. Et donc je voulais vous demander un tonnerre d'applaudissements et des encouragements pour Maïwenn Lénard qui va venir sur scène. Imaginez, vous perdez une jambe, mais quelques semaines plus tard, vous ressentez encore cette jambe. Pire encore, elle vous fait mal. Cette douleur qui n'existe plus physiquement est pourtant bien réelle. On l'appelle la douleur fantôme. Je me mets à votre place, vous qui avez vos 4 membres, c'est difficile à imaginer et ça l'était aussi pour moi avant de voir des personnes touchées par ce phénomène pendant plus de 6 semaines en stage tous les jours. Je me suis alors intéressée, j'ai cherché et je les ai questionnés. Cette douleur, elle touche aujourd'hui entre 50 et 80% des personnes amputées et peut durer des mois, voire des années. Alors je me pose une question. Comment traiter une douleur dans un membre qui n'existe plus? Prenons Hugo. Tous les jours, il ressent comme des décharges dans une jambe qui n'est plus là. Il a l'impression que son pied se crispe alors même qu'il n'existe plus. Vous vous dites, ok, c'est embêtant, mais on fait comment? Pour essayer de l'aider, on lui propose 2 approches. La première est assez surprenante. On place un miroir entre ses jambes et on lui demande de regarder le reflet de sa jambe intacte. Et là, miracle,
quelque chose d'étrange se produit. Son cerveau voit 2 jambes. Petit à petit, en bougeant, en regardant, la douleur peut diminuer, comme si le cerveau d'Hugo corrigeait une erreur. C'est la thérapie miroir. La deuxième est très différente. On place des électrodes directement sur sa peau qui envoient de petites stimulations électriques. Cette fois, on n'agit pas sur l'illusion, mais directement sur les nerfs pour brouiller le message douloureux. Ça, c'est l'électrostimulation. Alors je me suis posé une question simple. Laquelle de ces 2 méthodes aide le plus Hugo? Vous vous dites sûrement, ok, c'est très clair. La première, il imagine, et la deuxième, ça fonctionne vraiment sur sa douleur. Autant utiliser directement la deuxième méthode. Spoiler alerte, je me suis dit la même chose. Mais j'ai réfléchi un peu et je me dis, bon, si on propose les 2 à Hugo, c'est qu'il y a un intérêt à agir sur son cerveau et sur sa perception aussi. Mais je me suis vite rendu compte qu'Hugo tout seul n'allait pas m'aider. Alors j'ai commencé à chercher, comparer, sélectionner, analyser, me renseigner, apprendre et comprendre. Et alors là, je suis surprise. Ce qui en ressort, c'est presque une opposition. L'électrostimulation agit vite. En quelques semaines, certains patients ressentent moins de douleur. Malheureusement, cet effet a tendance à diminuer avec le temps. A l'inverse, la thérapie miroir est parfois plus lente, mais elle semble installer des effets plus durables. C'est comme si avec la thérapie miroir, on ne faisait pas que masquer la douleur, mais qu'on aidait le cerveau à se réorganiser. Alors finalement, pour Hugo, la meilleure solution ne serait peut-être pas de choisir entre les 2 méthodes, mais de les combiner. La thérapie miroir apparaît comme une approche simple, peu coûteuse et prometteuse sur le long terme, à contrario de l'électrostimulation qui, elle, paraît plus coûteuse et moins prometteuse. Mais je crois qu'à la place d'Hugo, on serait tous d'accord pour dire qu'on veut que nos douleurs s'arrêtent, et vite. C'est alors que je comprends pourquoi on lui propose ces 2 méthodes. Alors la prochaine fois que vous croiserez Hugo, prenez le temps de lui expliquer. En effet, avec l'électrostimulation, ça sera une bénédiction. Les douleurs disparaîtront rapidement. Mais attention, elles reviendront sans doute aussi vite qu'elles ont disparu. C'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas oublier de traiter le vrai problème et d'utiliser la thérapie miroir pour corriger le fond. Merci. Bravo Maïwen. Alors cette deuxième partie a été extrêmement diversifiée en termes de sujets, en termes de présentation. Donc là, j'espère que vous en avez pris plein les yeux et je vais me tourner vers les membres du jury un petit peu. Delphine, toi, c'est la première fois que tu assistes à ce genre d'événement. Comment tu perçois les choses ? Moi, je suis un petit peu contrariée parce que je voudrais juste vous écouter. Et je me rends compte que des fois j'oublie de noter et de réfléchir exactement à mes critères. Je passe un très bon moment et je suis très impressionnée, véritablement. Alors Guillaume, toi tu es un peu plus familier de ce genre de challenge, on va dire. Que penses-tu là de nos étudiants ? Il y a du niveau, il y a du très très gros niveau et j'avoue que je suis content d'avoir passé l'âge de passer ce genre de choses parce que je pense que j'aurais pas fait le poids par rapport à vous. Donc vraiment vous m'impressionnez, vraiment bravo. Donc je pense que c'est ce qui ressort un petit peu de ces 2 journées, on va dire, de concours. Je vois qu'il y a quelques M1 dans la salle. Alors vous avez vécu le concours l'année dernière. Vous voyez que le niveau continue. C'est pas exactement les mêmes prestations, mais ça va. Donc on a une belle tradition. Là, on est à la 7e édition. On dit ça tout à l'heure. Donc c'est un événement qu'on continue à avoir. Et moi, je tiens d'autant plus encore à les féliciter par rapport à la préparation qu'ils ont eue. Bon, est-ce que vous êtes fatigué ou ça va, vous tenez toujours le choc ? Ok. Parce qu'il n'en reste plus que 3. Ouais, malheureusement, on verra l'année prochaine, on fera peut-être une nocturne, on fera passer les 100 comme ça, et puis on fera un rallye de ma recherche en 180 secondes. Non, c'est bon. Ok, donc on va enchaîner parce qu'on est bien là, je pense que il n'y a pas trop besoin de pause. Bon, si jamais il y en a qui ont une envie pressante ou ont besoin d'aller aux toilettes, les sorties se situent de part et d'autre de la salle, mais principalement celle-là, parce qu'après là, vous allez dehors. Donc nos 3 derniers candidats, on va avoir 2 hommes et une femme. Et pareil, on va voir un petit peu au niveau des préparations. Est-ce que les candidats sont prêts ? Très bien. Donc
le prochain candidat est prêt. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir sur scène Monsieur le Président de la République, Colomban Evelyn. Françaises, Français, nous sommes en guerre. Non pas contre une armée ou contre l'organisation douteuse des TD d'un certain Monsieur Miguel, non. Nous sommes en guerre sanitaire contre un ennemi commun, l'hypertension artérielle. Je vous l'apprends peut-être, l'hypertension est la première cause de décès dans le monde et la deuxième en France, notre chère patrie. Elle résulte généralement d'une diminution du calibre de nos artères, notamment à cause de plaques d'athérome, sorte de calcaire biologique se fixant à l'intérieur de leurs parois. Or, notre organisme, à vous Français, comme à moi Président, a besoin de ce sang, qui, voyant son passage obstrué, se doit alors d'accélérer son débit pour subvenir à nos besoins. Mais cette accélération a un coût, la mort. Mais alors, comment l'éviter, cher Président bien-aimé ? Comme vous le savez, notre gouvernement a investi grandement dans la santé. Mais j'en appelle à vous, chers compatriotes, de fournir davantage d'efforts pour combattre ce fléau. En effet, nos meilleurs chercheurs ont étudié le sujet avec beaucoup de sérieux, comme à leur habitude, et ont trouvé que le meilleur moyen de le traiter était l'activité physique. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également comparé le travail aérobie, plus communément appelé le cardio, et le travail de préhension, plus communément appelé serrer fort des choses. Les résultats sont formels. Et pour citer mon expert le plus fiable, le docteur Raoult, le travail aérobie semble être davantage concluant concernant la diminution de la tension artérielle chez les patients atteints d'hypertension. Cependant, j'ai pu me rendre au plus près de nos acteurs de santé, comme les kinésithérapeutes, qui n'ont pas forcément assez de temps à accorder à un entraînement aérobie. Le travail de préhension se présente alors comme un remplaçant tout sauf ridicule. Pour 30 minutes de cardio, seules 10 minutes suffisent. Et je ne parle même pas des coûts de matériel amoindris ou même de la possibilité de prendre en charge plusieurs patients en même temps. Ce qui reste, je le rappelle, strictement illégal. D'autres chercheurs ont, eux, attesté de la réussite des programmes de préhension. Mais il semblerait que globalement, la recherche manque de moyens pour effectuer des études avec un nombre de participants plus significatif. J'en appelle donc à la responsabilité des chercheurs de nous fournir des recommandations nouvelles nous permettant de trancher définitivement. Mes chers compatriotes, je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi je m'adresse à tous les Français ? Pourquoi ne pas simplement l'expliquer aux personnes directement concernées ? Eh bien, tout d'abord, les élections sont bientôt, mais surtout, ces deux interventions permettraient également de prévenir l'apparition de l'hypertension. En d'autres termes, votre santé future dépend de vos actions d'aujourd'hui. Si vous bougez, plus besoin de vous soigner, plus besoin de payer, plus besoin de kiné. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour cette allocution. Visiblement, certains messages ont été entendus, je l'espère, aux plus hautes sphères de la République. Donc, voilà. Je vois que ça note sévèrement. On va laisser le temps maintenant. Vous avez quelques comparatifs. Je cherche Laura. Elle est où? Ah oui. T'as besoin de la boîte? On va installer la scène. C'est bon? Super. Donc avant-dernière candidate de la soirée, ça passe trop vite, hein, on est d'accord. Je vous remercie de refaire un tonnerre d'applaudissements parce qu'il vous reste de l'énergie pour Laura Chevet, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit bond dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez de ceci? Eh oui, c'est une ouïe.
Ça a été l'une des premières consoles sur lesquelles vous avez pu jouer avec votre entourage ou votre famille. Pour ma part, j'ai beaucoup joué aux Skylanders, pour ceux qui ont la ref, ou encore à Mario avec mon frère. Bon, je gagnais rarement, c'est pour ça que je préférais Just Dance. Cependant, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui avait décidé d'acheter Wii Fit dans le but de se mettre au sport à la maison. Pour ma part, c'était ma mère. Mais dans un sens, je me suis dit, n'avait-elle pas raison? Je me suis donc posé la question. Pourquoi ne pas utiliser la réalité virtuelle non immersive dans le but de rééduquer l'équilibre dans une pathologie chronique? Non immersive, ça signifie qu'on est conscient de l'environnement qui nous entoure lorsqu'on joue. Après, si vous avez décidé d'ignorer la personne à côté de vous, c'est pas la même chose, mais je peux comprendre. Comme pathologie chronique, j'ai décidé de me pencher sur la maladie de Parkinson, qui touche 175 000 personnes. On peut noter que 68% d'entre elles chutent au moins une fois dans l'année et causent dans la moitié des cas des dégâts dommageables. Pardon. Le risque de chute devient alors un enjeu important en kinésithérapie, et cela passe en partie par la rééducation de l'équilibre. J'ai donc mené ma petite enquête et je me suis retrouvée avec un résultat de 6 articles. Je vous l'accorde, c'est peu. Mais ces 6 articles rassemblaient tout ce que je désirais, c'est-à-dire qu'on comparait la réalité virtuelle non immersive à de la kinésithérapie conventionnelle. L'équilibre est évalué par 3 tests. Ce que je vais vous demander de retenir aujourd'hui, c'est que parmi ces 3 tests, seulement un seul était davantage en faveur de la réalité virtuelle non immersive. Alors comme vous, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi? Eh bien, en fouillant dans les différents items des tests, j'ai constaté que celui qui était positif ne comportait qu'un seul item avec des déplacements. Il est vrai que lorsqu'on joue, on est amené à faire des transferts de poids, de la double tâche, mais rarement des déplacements. Cela constitue donc la limite principale de mon travail. On peut quand même souligner d'autres limites, telles que le faible nombre de patients dans mes études ou encore leur durée qui était assez faible. Il y a aussi l'environnement de travail et les différents matériaux utilisés, qui allaient de la Wii, la Xbox à l'ordinateur. Pour conclure, la réalité virtuelle non immersive n'est pas aujourd'hui un traitement en elle-même, mais elle peut tout à fait être combinée à de la kinésithérapie conventionnelle, puisqu'elle rapporte tout de même de bienfaits. En effet, c'est une façon ludique et amusante de faire de l'équilibre pour des personnes qui suivront de la kinésithérapie à vie. Alors peut-être qu'un jour, jouer fera pleinement partie du traitement. Une avancée majeure dans la vie de ces personnes et dans la recherche, mais à condition de ne pas confondre immersion et percussion. Attention au mur. Merci de m'avoir écouté. Bravo Laura pour cette belle prestation. Donc le stress, c'est un peu finir une soirée, c'est comme la commencer. C'est toujours un peu stressant, c'est un challenge parce que voilà, il y a de l'enjeu. Arthur, est-ce que tu as besoin du pupitre? Non, très bien. Donc, on a même un peu d'avance, tout se passe bien. Bon, on sent que t'as envie d'en finir. Tout va bien? Bon, ok. Est-ce que le jury est prêt pour le dernier candidat? Est-ce que le public est prêt pour le dernier candidat? Est-ce que la régie là-haut est prête pour le dernier candidat? Est-ce que le dernier candidat est prêt pour le dernier candidat? S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Arthur Garcia. Ah tiens Lucas, prends ce casque, après les exos on fait de la VR. Merci. Ouais, c'est un truc de dingue à chaque fois. Non mais d'ailleurs, je me posais une question, mais le casque, ça fonctionne vraiment pour mon bras? Alors, je suis content que tu me demandes parce que justement, j'ai mené une étude là-dessus. Et vous savez, messieurs, dames, en France, en 2022, plus de 800 000 personnes ont été prises en charge pour séquelles d'AVC. Et 70% d'entre elles, comme toi Lucas, ont eu des déficiences motrices du membre supérieur. Ouais, enfin, je vois bien, mais de toute façon, tu l'as bien vu au début de ma rééduque. Hein. C'était compliqué, je manquais de force. Même en termes de motricité, c'était dur. Mes doigts, ils répondaient pas comme avant. J'étais plus aussi fin et précis. Puis, j'arrivais pas à me coiffer, j'arrivais pas à m'habiller. Je vais demander aux gens autour de moi.
ça m'a mis un coup au moral parce que je me sentais totalement dépendant des autres. Mais d'ailleurs, je me demandais, un AVC, comment ça arrive, puis qu'est-ce que c'est? Alors, globalement, en AVC, Lucas, on a différents facteurs de risque. Alcool et tabac dans ton cas. Messieurs, dames, j'aurais pu vous citer surpoids, sédentarité, hypertension ou encore hypercholestérolémie. Un AVC, un accident vasculaire cérébral, c'est une interruption soudaine du flux sanguin cérébral qui vient priver à tes neurones l'accès à l'oxygène et au sucre. Et cela, messieurs, dames, va venir léser certaines parties du cerveau, notamment des zones cognitives, sensitives. Dans ton cas, des zones motrices ont été touchées. Tu parles à quelqu'un depuis le début? Non, c'est pas grave, mais enfin, depuis le début, j'ai quand même vachement bien récupéré. C'est pas que grâce au casque, si. Alors, en effet, non. La kinésithérapie joue un rôle central dans la rééducation, comme les exos de renforcement et de coordination qu'on a fait juste avant, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni plein d'études sur PubMed qui comparaient une rééducation post-AVC du membre supérieur avec ou sans jeux vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les études, on observait une amélioration significative de la motricité du bras. Et dans les études avec l'ajout du jeu vidéo, on observait une amélioration de l'efficacité de la rééducation dans certains cas. Franchement, ça tombe bien. On fait de la VR. Puis en plus, honnêtement, la VR, ça change des poids et de la poulie. Ça apporte un petit côté ludique. Côté ludique, messieurs, dames, que j'aurais pu davantage exploiter dans cette orale. Là, tu as parlé à d'autres personnes. Hein. On n'est pas... Non, t'inquiète pas, il n'y a strictement personne. D'accord, ça marche. Bon. En tout cas, ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien la VR, hein, mais... Enfin, avant, je jouais à d'autres jeux, tu vois, Minecraft, Mario, League of Legends, je m'y suis mis récemment. Mais tu penses qu'avec ces jeux vidéo-là, on peut avoir le même effet que la VR? Parce que, si c'est le cas, il faut le dire à ma femme. Hein. Alors, je me suis posé exactement la même question, mais impossible de trouver un article scientifique dessus. Bah tiens, tu sais quoi? Je vais mener moi-même ma propre étude. Comme ça, si c'est le cas, tu auras plus de temps pour jouer à League of Legends. Hein. Bon, en tout cas, Lucas, bonne journée. On se voit la semaine prochaine, même heure? Impeccable. Merci à vous de votre écoute. Bravo Arthur. Alors bravo à tous. Alors je pense qu'on peut les féliciter. Je vais demander à tous les candidats là, de venir sur scène, s'il vous plaît, pour une petite photo finish là. Donc ce soir, vous avez assisté à 11 magnifiques présentations. On a commencé avec Elissa, ensuite on a eu Lucas, Ilan, Jennifer, Benjamin, Brandy, Joris, Maïwen, et pour finir, Coloban, Laura et Arthur. Donc voilà, c'est nos grands finalistes de cette année, de cette édition. Bravo à vous. Ouais, vous pouvez vous avancer un tout petit peu pour être dans la lumière, hein, c'est votre soirée. Vous avez fait un excellent travail et s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour les finalistes. Donc c'est le moment où le public, on vous demande de sortir vos téléphones. Le jury, on va vous demander de sortir de la salle pour délibérer et sélectionner un candidat. Je ne sais pas s'il faut que je vous donne Ça va être terrible. Peut-être un dossier, voilà, pour sélectionner éventuellement les notes finales. Tiens, c'est éventuellement des fiches vierges. Non. Ouais, Dark Vador est juste là. Désolé, on fait marcher. Alors, soit vous restez là le temps du vote, soit vous avez le droit de vous rasseoir pour le moment, c'est comme vous voulez. Lucas, est-ce que tu peux afficher le QR code? Super. Super. Ouais. Je vais me tourner vers les candidats. Tiens, Elissa, toi qui a entamé les prestations, comment tu as vécu l'expérience un petit peu?
Moi, j'avoue que j'étais très stressée en commençant, mais là, ça va mieux, forcément. Et puis, tout le monde a fait des super oraux. Franchement, c'était génial. C'était agréable à voir et à écouter. Et je vais aller de l'autre côté de la salle. Monsieur le Président, vous êtes passé dans les derniers. Comment s'est passée l'expérience entre la journée d'hier, d'aujourd'hui, un petit peu votre ressenti? Oui, j'ai eu des petits soucis avec le ministre de l'Intérieur là, hier soir. Il m'a appelé à 2h du matin, mais bon, je fais le travail comme il faut. Je me représente en 2027, donc n'hésitez pas à voter pour moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, je vais me foutre en l'air. Merci. Ouais, pas de souci. C'est la pression qui redescend et c'est normal. Bien. Alors, qu'en est-il des votes? On va laisser le jury parce que souvent ils ont besoin d'un peu de temps et d'un peu de discussion pour délibérer. Et moi, j'arrive pas à voir les résultats en live, donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Juste quand même pour mesdames et messieurs les candidats, il y a quelque chose à gagner à la fin de ce concours. On fait ça, on se donne du mal. Donc l'an dernier, c'était une place au CIFEPCA. Donc il y avait eu le CIFEPCA, c'est le Congrès international francophone des étudiants en kinésithérapie, qui est un congrès organisé par des étudiants et jeunes diplômés, qui est un congrès francophone et européen qui fait intervenir des personnes de France, de Belgique, de Suisse principalement, parce que c'est autour de ça que l'asso a été construite. Et c'est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Donc là, on ne peut pas vous offrir une place pour les CIFEPCA 2027 parce qu'il n'y en aura pas. Cependant, il y a d'autres congrès, d'autres sociétés savantes qui organisent leurs propres événements. Et donc, dans la continuité un petit peu de ces choses-là, on verra après avec vous, mais on est rentré, entre guillemets, en négociation avec certaines sociétés savantes pour qu'ils puissent nous offrir une place à leur congrès pour le lauréat, donc pour à la fois le prix du public et le prix du jury. Alors, je laisserai mon petit camarade vous annoncer le prix du public. Donc, on va vous annoncer la ou les gagnants du jury. À l'unanimité, on a décidé d'en sélectionner 2 qui vraiment nous ont scotché. Vous avez été parfaits. C'est Maïwenn et Joris. Alors, comme je suis professeur, vous doutez bien que je vais critiquer un peu, c'est le but. Non, globalement, vous avez tous été très bons. Vraiment, c'était pas facile et les notes s'en ressentent, vous avez tous été très bons. Les raisons pour lesquelles Maïwenn et Joris sont passés en tête, et vraiment à l'unanimité, on était tous d'accord là-dessus, c'est que pour certains d'entre vous, la forme était spectaculaire, mais des fois était un cran au-dessus du fond. Donc n'oubliez pas qu'un speech, un discours, une présentation, la forme doit être au même niveau que le fond. Voilà. Et c'était votre cas, la forme est au même niveau que le fond. Et même quand la forme est très spectaculaire, tu as réussi le challenge d'arriver à avoir un fond qui est au même niveau. Ce qui n'était pas facile. Et même quand la forme était un chouïa plus sobre, elle était quand même d'un très très haut niveau, avec une fluidité. Voilà. Donc vraiment, vous avez été parfait. Félicitations. Donc, avant d'annoncer le prix du public, je vais demander au jury de vous mettre à côté des lauréats, s'il vous plaît, qu'on puisse prendre une photo. Avancez-vous un tout petit peu pour être dans la lumière. Voilà, pour ce bel événement. Oui.
Après, on fera une photo finish avec tout le monde. Alors, est-ce que des photos ont pu être prises? Je récupérerai les photos dans un second temps. Super. Bon, bah, bravo, énormément bravo. Merci au jury d'avoir été là. Bravo aux candidats. Et donc avant de clôturer cette belle soirée, on va vous rappeler que lundi, il y a le poster day à l'école et que vous serez concernés dans 2 ans. Donc n'hésitez pas à venir en nombre voir les étudiants M2 et les soutenir juste avant leur grande soutenance de mémoire de master. Messieurs, dames, les membres du jury et chers lauréats, je vais vous demander de vous rasseoir 2 petites secondes, qu'on puisse finir la cérémonie et après aller prendre le verre de l'amitié. Restez, on a ce qu'il faut en stock de jus de pomme, jus d'orange, multifruits, vous voyez ça. Fernando, il a fait des courses de folie là, il a mis le paquet. Alors, pour le prix du jury, merci pour les votes. C'est relativement serré, mais on a quelqu'un qui se dégage quand même. Et donc, le vainqueur du prix du public de l'édition 2026 de Ma recherche en 180 secondes est Evelyn Colomban. Monsieur le Président, c'est pas une légion d'honneur que je vous remets, mais le sac. Félicitations, très belle prestation, ça a conquis visiblement tout le monde. Donc bravo pour cet exercice. Merci pour tout. Donc visiblement, le fond était clairement en dessous de la forme, si je comprends bien. Mais non, merci à tous, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Bonnes vacances à tous d'ailleurs. Voilà, merci donc un immense bravo à tous ces finalistes, à tous les demi-finalistes, à tous les candidats. Vous avez vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Vous avez énormément bossé. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a tous remarqué. Donc je ne pourrais vous dire que bravo et merci. Ça nous fait vraiment plaisir de voir un petit peu vos prestations, de voir le fond du travail et l'énergie que vous mettez dans ces belles études et dans le futur métier qui sera le métier de kinésithérapeute. Et pour le mot de la fin, je vais laisser le micro à Annabelle. Eh bien, on applaudit Mathieu pour cette superbe organisation. On vous attend à l'extérieur, là on est en train de servir à boire. Merci d'être venus, d'avoir pris votre soirée, pris votre temps pour ça. Merci énormément à la régie, on peut les applaudir juste une dernière fois. Thierry, Steven, Lucas, pour avoir passé la soirée avec nous. Un énorme merci à l'organisation du Bouillon pour la 2e fois consécutive, c'est une super salle. Donc j'espère qu'on pourra revenir.